au départ, quand on recrute les mecs, on se dit ouais, mais lui, physiquement, il est extraordinaire, il est meilleur que nos Français, parce que ci, parce que ça. Et en fait, quand les mecs ils débarquent dans notre championnat, ils se rendent compte qu'il va falloir enchaîner plus de 30 matchs sur la saison et qu'être au top physiquement avec le calendrier qu'on nous impose, c'est pas si facile que ça. Un mec au-dessus de 2000 watts, c'est un profil puissant. C'est un mec vraiment qui va te faire la différence sur son niveau de puissance sur le terrain. Donc tu vas peut-être pas lui demander le même niveau de capacité de déplacement qu'un profil coureur. Les mecs ils te disent putain mais on fait que des tests en fait. Mais les gars, c'est pas des tests qu'on est en train de faire. Tu es en train de faire ta séance de muscu là. Tu es en train de faire ta séance de vitesse, mais tout est mesuré. Donc c'est pas un test, c'est pas une séance, c'est les deux, tu vois. On est tout le temps en train de faire les deux. Et on a un vrai screen du mec, vertical, horizontal, en sprint, on a tout. La compétition, les gars, ça marche à tous les coups. Et ça coûte que dalle. La compétition, c'est gratos. Et ça vous fait passer les petits pourcentages qui manquent pour passer de 95 à 100%. Et pour dire, je fais pas de vitesse ou je fais de la vitesse, tu vois. Et ça marche trop bien, sincèrement. Si vous n'avez pas le matos qui vous permet de donner des feedbacks, construisez vos séances avec de la compétition et là vous allez faire la diff. Là, ça va marcher, les gars. Sincèrement, quand tu es tiré par le câble à 110% de ta Vmax, tu as intérêt d'avoir un bon gainage parce que ça part dans tous les sens. Il faut être solide et l'appui au sol, je peux te dire que ça développe. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok Ben, on est live sur le podcast, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bien, c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci aussi à Jono qui nous a mis en contact pour faire ce podcast. Pour ceux qui n'ont pas écouté les interactions précédentes, j'ai reçu Jonathan Ward 2 fois sur le podcast déjà. Donc, allez écouter ces conversations. C'est en anglais, mais on parle de rugby. Donc, apprenez l'anglais, écoutez les podcasts. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci à Jono de nous avoir mis en contact. Merci à toi, Ben, de participer aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc, moi, c'est Ben Simon Code. J'ai 31 ans. Je suis préparateur physique depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je travaille pour l'équipe professionnelle du FC Grenoble Rugby. Et je suis plutôt spécialisé dans le développement de la vitesse du rugbyman. Et je m'occupe aussi de la planification, de la gestion de la charge et du conditioning. Ok, tu as baigné dans le rugby depuis assez tôt. Tu as commencé à quel âge? Ouais, moi, j'ai eu une carrière de joueur. J'ai dû commencer autour de 7-8 ans. Et j'ai joué jusqu'à 28 ans. J'ai arrêté à cause de la préparation physique. Mais donc, j'ai plutôt fait le choix de devenir à 100% préparateur physique. Et c'était compliqué de faire les deux. Ouais. Je passe déjà pas mal de temps sur les terrains en tant que prépa. Donc, Ouais, tu as fait les deux pendant un moment? Ouais, j'ai fait les deux. J'ai été avec les pros. Quand j'ai commencé à être préparateur physique avec les pros de Grenoble, j'ai réussi à faire encore 1 an en tant que joueur. Et après, j'ai dû stopper parce que c'était plus possible, quoi. C'était plus possible d'être performant sur les deux tableaux. Donc, j'ai préféré faire le choix de la carrière.
Tu as eu des moments phares dans ta carrière de joueur, des moments dont tu te rappelles qui ressortent pour toi? Ouais, bah, j'ai eu la chance, j'ai été 2 fois champion de France avec Chambéry, avec le Mhm. SOC rugby. J'étais une fois champion de France en Fédéral 2, sur l'année où on remonte en Fédéral 1 et ensuite, on a été champion de France de Fédéral 1, enfin champion de France du trophée Jean Prat, Mhm. sur une année un peu particulière où il y avait, enfin, on est champion de France sans monter en Pro D2. Ouais. Comment Mais ça se c'est un fait? truc, ouais. Bah, en fait, sur les phases finales, les équipes qui pouvaient monter en Pro D2 avaient des phases finales d'un côté. Ils avaient les phases finales de la montée en Pro D2 et les phases Mhm. finales de ceux qui ne pouvaient pas monter en Pro D2. Donc nous, on a été champion de France de ceux qui ne pouvaient pas prétendre à la Pro D2. Ok. Et ça se passe comment au niveau de ces catégories-là? Qu'est-ce qui fait que tu as, le potentiel de monter ou pas? C'est sur dossier, hein. Il y Mhm. a plein de critères. Il y a un vrai cahier des charges assez complexe à répondre. Et je pense qu'on ne répondait pas à tous les critères, notamment à cause d'un stade qui n'était pas aux normes de la Pro D2. Mhm. C'est pour ça qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas prétendre. Mais maintenant, Chambé est équipé et peut prétendre à la Pro D2. Ouais, ouais. Et donc, bah, t'as joué, donc t'as été joueur pendant 20 ans. Est-ce que tu peux parler peut-être de l'évolution du rugby au niveau auquel toi tu as participé, l'évolution de la structure, de l'encadrement, des staffs, de l'approche sur ces 20 années de carrière en tant que joueur? Alors, bien sûr, quand tu étais jeune, tu as peut-être un peu moins de recul, mais bah, on va dire sur tes 10 dernières années, comment étaient les choses et vers quoi ça tend aujourd'hui? Bah, moi, ce qui est intéressant, c'est que sur les années de 2010 enfin, de 2009 à 2011, j'étais joueur du centre de formation du FC Grenoble Rugby. Mhm. Et je m'entraînais avec l'équipe professionnelle où maintenant j'interviens en tant que prépa physique. Donc j'ai pu voir l'évolution de 2010 à 2021 aujourd'hui. Et après, c'est vrai qu'en 2010, là, c'était l'année où Fabrice Landreau arrivait à Grenoble et avait vachement structuré, avait très bien structuré l'équipe professionnelle. Mhm. Donc, au niveau de la structure, je ne vois pas une différence énorme. Après, la vraie différence entre cette époque-là et aujourd'hui, c'est au niveau du nombre d'étrangers. À l'époque, il y avait moins de règles, enfin, toutes les règles de GIF et de jeunes issus de la formation française, tout ça. Mhm. Et à l'époque, sincèrement, le marché était beaucoup plus ouvert. Et pour se faire une place dans un effectif pro, il fallait vraiment, il fallait être au-dessus du lot, quoi. Et là, je vois vraiment la différence avec ça. Aujourd'hui, le joueur français est beaucoup plus mis en avant. Mhm. Et tu peux croquer avec l'équipe professionnelle, je dirais pas plus facilement, mais quand même, les règles sont là pour que le rugby français soit un peu plus mis en avant et que les jeunes aient la priorité par rapport à des joueurs qui viennent de championnats étrangers. Mhm. C'est une vraie différence que je trouve assez intéressante par rapport à l'époque où moi j'étais joueur. Est-ce que tu penses que ça a beaucoup d'impact sur le rugby en lui-même, la façon dont le rugby est joué, en sachant que dans les autres pays, dans les autres championnats, il y a quand même des variantes au niveau des règles, il y a des variantes au niveau du style de rugby qui est joué. Est-ce que, à ton avis, ça va tendre à changer cette dynamique-là, à peut-être établir un rugby entre guillemets un petit peu plus français, si on peut parler comme ça, qui a peut-être une identité un petit peu plus propre qu'avec des équipes qui sont peut-être faites de beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que je vois, c'est que déjà, les championnats à l'étranger, ils ne sont pas du tout organisés de la même façon que le top 14 ou de la Pro D2. Donc, en fait, les mecs, ils ont beaucoup moins de matchs que nous. Ils peuvent faire beaucoup plus de préparation physique que nous. Et en fait, au départ, quand on recrute les mecs, on se dit, ouais, mais lui, physiquement, il est extraordinaire, il est meilleur que nos Français, parce que si, parce que ça. Et en fait, quand les mecs ils débarquent dans notre championnat, ils se rendent compte qu'il va falloir enchaîner plus de 30 matchs sur la saison et que être au top physiquement avec le calendrier qu'on nous impose, bah, c'est pas si facile que ça. Et souvent, on voit que les mecs, quand ils arrivent de championnat à droite à gauche, on les attend extraordinaires et au final, bah, ils sont pas plus extraordinaires que nos Français qui enchaînent les matchs toutes les saisons. Et donc ça, déjà, le fait d'aider les joueurs français à se mettre en avant, Mhm. ça rééquilibre un petit peu la balance. Et même en tant que préparateur physique, tu vois, moi je le ressens vraiment. C'est que sur pas mal d'années, j'entendais les préparateurs physiques australiens, néo-zélandais, sud-africains qui t'expliquaient que ça fonctionnait comme ci ou comme ça.
mais avec des contraintes qui n'étaient pas du tout les mêmes que dans notre championnat à nous. Mhm. Donc, je suis content aujourd'hui que les choses commencent à se remettre un petit peu à leur place. Mhm. Et on se rend compte que les préparateurs physiques, on n'est pas tant à la rue que ça. Et on a à jouer avec des contraintes qui sont plutôt complexes. Tu arrives à illustrer les différences entre ce championnat français maintenant avec, comme tu as dit, beaucoup de matchs dans la saison par rapport aux autres championnats. Tu as parlé de 30 matchs par saison pour le championnat français. Ça ressemble à quoi pour, je ne sais pas si on prend un exemple, que ce soit peut-être en Australie ou peut-être un championnat que toi tu connais bien, un championnat étranger que tu connais bien. Est-ce que tu peux illustrer un petit peu ces différences? Après, je ne connais pas exactement le nombre de matchs qu'ils ont à jouer, mais par contre, je suis persuadé qu'ils ont des périodes de développement qui sont beaucoup plus longues que les nôtres. Nous, on doit jouer avec, tu vois, la pré-saison, elle dure, cette année, elle a duré 7 semaines, Mhm. comparé à des championnats où je sais qu'en hémisphère sud, ils ont des pré-saisons qui durent au moins 2 mois et demi, quoi. Ils ont vraiment le temps de développer les qualités physiques des mecs, quoi. C'est pas Ouais, pareil. ça fait pas mal de différences. Pourquoi tu as basculé dans la préparation physique? Qu'est-ce qui t'attirait dans le domaine? Ouais, quand j'étais joueur, je sais que j'ai toujours adoré la prépa physique. Je sais pas si c'est parce que j'étais un ailier, hein, mais en tout cas, je sais que j'ai jamais rechigné sur aucune des séances de préparation physique. Et non, et quand j'ai dû faire un choix dans mes études, à l'époque, je faisais en parallèle du rugby et de l'athlétisme. Mhm. J'étais un sprinter, je faisais du 100 mètres et du 200 mètres. Et après pas mal de discussions avec mes différents coachs des différentes disciplines, ils m'avaient dit tente le coup. Je savais qu'il n'y avait pas énormément de débouchés, que c'était plutôt compliqué. Mais j'ai fait le choix de la passion. Je me suis dit, allez, je tente. Je pars à la fac en STAPS et on verra si ça marche. Mais en tout cas, je regretterais si j'essaye pas. Mhm. Au final, aujourd'hui, je suis content d'avoir fait ce choix-là. J'ai le FCG qui m'a fait confiance et qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier en commençant avec le centre de formation pendant 5 ans. Et, euh, et ouais, donc la passion, chaque saison, la passion a été de plus en plus importante et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Franchement, c'est un vrai métier passion. C'est génial. Et s'il y a des jeunes qui regardent et qui hésitent à faire un choix aujourd'hui, sincèrement, les gars, tentez le coup. Si vous avez la chance et la niaque, et ben franchement, ça va le faire, hein. Il faut y aller. Qu'est-ce qui a changé pour toi ou dans ta façon ou peut-être dans la façon dont les choses sont faites ces 10 dernières années en tant que préparateur physique? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la façon dont les choses sont menées de manière générale ou est-ce que tu dirais que quand tu es arrivé et quand tu as commencé à travailler en tant que préparateur physique dédié, comme tu as dit, les pièces étaient déjà bien en place et maintenant c'est peut-être juste une question d'optimiser chaque aspect de la préparation physique, les pourcentages, tous les paramètres qui ont une influence sur la performance, ou est-ce qu'il y a eu quand même une évolution d'une manière ou d'une autre sur ces dernières années? Après, ce qu'il faut savoir, j'ai pas un recul énorme parce que j'ai fait toute ma carrière au FCG. Donc, Mhm. je peux pas te dire exactement comment ça se passe dans les autres structures pro. En tout cas, moi, ce que je vois au FCG, c'est que c'est un club qui a décidé de mettre en avant la préparation physique. Et je sais on est franchement respecté, écouté et mis en avant dans ce club. Et franchement, ça nous permet de mettre des choses assez innovantes en place, d'essayer d'aller de l'avant et de ne pas se contenter de regarder ce qui se fait ailleurs et de faire du copier-coller des autres structures. Mhm. À savoir, je pense que c'est important d'en parler, mais le club a créé un département recherche et innovation et avec plusieurs personnes à la tête, dont Laurent Butafogui et Patrick Chassin, un des préparateurs physiques avec qui j'ai la chance de travailler. Mhm. Et donc, on a démarré plusieurs thèses au sein du FCG, dont Patrick Chassin, Pat en a mené une. Là, il est sur la 3e année, il est en train d'écrire les articles. Et en fait, ça permet sincèrement de faire évoluer la préparation physique et notre vision. Parce que déjà, on a des moyens qui nous sont mis à disposition pour acheter du matériel. On a aussi des chercheurs, des universités, des ingénieurs qui Mhm. nous aident à développer des choses qui nous permettent d'emmener la préparation physique
vers des niveaux qu'on n'avait pas imaginés sur les années précédentes. Mhm. Non, franchement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres structures, mais en tout cas, au sein du FCG, être préparateur physique, c'est génial parce qu'on est, on est vraiment dans un bon cadre pour pouvoir exercer notre métier et pour pouvoir innover et aller de l'avant. Vous êtes combien de préparateurs physiques avec l'équipe pro? Alors, sur l'équipe pro, on est trois préparateurs physiques. Donc, comme je t'ai dit, il y a Patrick Chassin, qui est spécialiste de muscu, aussi de conditioning, et il est référent scientifique du département Mhm. recherche et innovation. Il y a Robin Panisset, qui est spécialiste de réathlétisation et qui est spécialiste aussi de tout ce qui est traitement des données GPS et qui s'occupe également du conditioning. Et donc ensuite, il y a moi, bon, j'ai dit tout à l'heure, hein, mais qui est plutôt spécialiste de la vitesse, planification, gestion de la charge et le conditioning aussi. En fait, on est tous les trois liés sur le travail de conditioning des mecs. Ok, c'est bien, ça fait un diagramme de veine avec l'intersection sur Ouais, un aspect super important que sur lequel vous pouvez tous collaborer. c'est ça. Et donc, on a aussi deux préparateurs physiques, le préparateur physique des espoirs et le préparateur physique du centre de formation, donc Lucas Granja et Thierry Buisson-Debon, qui interviennent avec nous sur les journées, sur les matinées avec les pros. Mhm. Et ensuite, l'après-midi, ils rebasculent avec les espoirs. Donc, ça fait de la main-d'œuvre aussi, quoi. On est 5 sur le terrain, avec un effectif de près de 50 joueurs. Il faut bien tout ça, quoi. Ouais, c'est important que tu mentionnes ça. C'est toujours quelque chose de peut-être plus difficile dans les plus petits clubs au niveau amateur où tu as un seul préparateur physique et tu as quand même des effectifs qui sont assez importants. Bah, je pense à ma situation ici en Suisse. Et pour illustrer ça, hein, pour être tout à fait clair, la première ligue suisse, le championnat en Liga, c'est à peu près l'équivalent de la Fédérale 3, voire la Ligue Honneur en France. Mais donc, on est une équipe complètement amateur. On s'entraîne que 2 fois par semaine. Mais voilà, j'ai les 2 équipes seniors à charge en pré-saison. Donc, ça dépend des effectifs toujours, mais entre 35 et 45 bonhommes. Et tu es tout seul et il faut gérer tout le monde. Et tu n'as pas beaucoup de temps et tu n'as pas beaucoup de matériel. Donc, c'est clair que voilà, ben, c'est aussi la nature du plus haut niveau. Tu as plus de moyens. Mais c'est intéressant d'entendre que vous avez presque un coach, un préparateur physique pour 10 joueurs sur le terrain, ce qui permet quand même d'avoir énormément de qualité et peut-être d'avoir beaucoup plus de précision sur la façon d'aborder les choses. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah déjà, bravo à toi pour réussir à gérer une problématique logistique comme ça. Sincèrement, c'est respectable et franchement, c'est pas facile. Bravo. Bah, c'est Mais gentil, nous, merci. nous c'est clair qu'on a aussi l'obligation, du coup, on est 5, et ben, on a intérêt à proposer du contenu. Enfin, faut pas qu'on soit 5 pour rien, quoi. Tu vois, Mhm. le fait d'être 5, ça veut dire que tu dois être capable de faire mieux, quoi, de proposer des contenus qui seraient pas possibles de faire si on était 3 ou 2 ou un, quoi. Donc, Mhm. c'est, il faut le mériter. Enfin, tu vois, si tu veux le mériter, tu as intérêt d'assurer derrière, tu vois. Ouais, bah, C'est le même. ça fait remonter la barre et après, Ouais, voilà. il faut continuer à sauter par-dessus, quoi. Il ne faut pas se Non, mais, contenter du ouais. minimum. Mais nous, ça nous permet vraiment tu vois, sur tout ce qui est travail de vitesse, de muscu, de mettre en place des choses assez poussées, Mhm. et notamment sur la prise de données. En Mhm. fait, nous, ce qu'on veut, c'est que tout soit mesuré et qu'on conserve les données et que semaine après semaine, mois après mois, saison après saison, on soit capable de faire du travail d'analyse de données et de faire des stats précises pour savoir si le travail qu'on met en place, eh ben, il est efficace ou pas. Et auquel cas, il faut vite qu'on soit capable de modifier ce qui n'est pas efficace pour toujours rester efficient et continuer de faire progresser les mecs. Mhm. Si on parle un petit peu de ce suivi des différentes données que vous collectez, est-ce que tu peux parler dans les différents domaines, donc conditioning, tu as parlé de la vitesse, travail de renforcement, muscu, est-ce que tu peux parler un petit peu des mesures phares, des points de mesure phares que vous allez vraiment suivre au cours d'une saison et même, comme tu l'as dit, sur plusieurs années, qui vont être les plus informatives et les plus utiles par rapport au suivi des joueurs, à la planification des entraînements, etc. Ouais, très bien. Donc, sur la partie muscu,
c'est pas le spécialiste, mais quand même, je peux en parler assez rapidement. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un tableau de bord du joueur avec différentes données physiques et des visuels qui soient assez simples à regarder au premier coup d'œil, notamment pour pouvoir communiquer aussi avec les coachs. Les coachs enfin, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais nous, les coachs, il faut que ça aille vite. Tu vois, si on leur Ouais. présente un tableau de données avec 500 chiffres de partout, ils vont me dire, mais mon gars, j'ai pas que ça à faire, moi, t'es sympa, mais je vais pas lire toutes tes données et apprendre à. Donc, on a construit un tableau avec un visuel pour la force, un visuel pour la puissance, un visuel pour la vitesse et un visuel pour le cardio, le conditioning. Mhm. Sur le visuel de la force, on doit avoir pas énormément de tests. Je crois 4 tests. 2 tests sur le bas du corps, 2 tests sur le haut du corps. Sur la puissance, on a une étoile avec un petit peu plus de tests. Il doit y avoir quelque chose comme 8 tests. Mhm. Et l'étoile nous permet de voir où le mec a des points faibles. Sur la vitesse, je prends 4 données. Et sur le conditioning, on se base que sur le 30-15 IFT, le Martin Buchette. Je ne sais pas si tu utilises le même, mais… Ouais, alors je l'utilise pas avec l'équipe, mais c'est un test que j'ai commencé à utiliser un peu plus avec les 2-3 tests un peu plus poussés que je fais. C'est vrai que c'est, à mon avis, certainement le test qui va se rapprocher le plus des demandes d'un sport collectif par rapport à toutes les autres options qu'on a dans notre panel de tests. C'est un test qui est intermittent, c'est un test qui est progressif et qui va quand même donner des paramètres intéressants pour travailler. Donc, c'est bon de savoir que vous utilisez celui-là au niveau où vous évoluez. Est-ce que tu as la possibilité, je ne sais pas si tu as le droit d'aller dans ces détails-là, mais est-ce que tu peux parler des différentes mesures? Tu as parlé de la force, puissance, vitesse, conditioning. Est-ce que tu peux parler des différents tests que vous utilisez à chaque fois et pourquoi ils sont importants? Ouais, carrément, il y a pas de souci, hein. Mais je sais, bon, déjà, il y a le squat sur la force du bas. Je vais pas pouvoir te les sortir tous en détail parce que je les ai plus en tête et c'est Pat qui a les clés du truc. Mais sur le haut, on utilise le coucher. Sur le bas, on utilise le squat. Et il doit y avoir le soulevé de terre et le. Un tirage horizontal ou une traction Ah non, d'échec? ouais, tirage planche, pardon. Tirage Ouais, planche. ok, ouais. C'est ça. Et donc, ça, c'est les tests qu'il utilise sur la force. Assez simple, hein, tu vois. Ouais. À un C'est moment, quoi? on C'est essaie. des 1 RM, des 3 RM? Il calcule le ratio de force pour avoir ton 1 RM. Ouais, ok. Et après, ce que Pat aime bien faire aussi, c'est que bon, tu pourrais lui faire un podcast. Hein, il pourrait parler à un moment aussi. Il est très, très Tu me mets en intéressant. contact et c'est parti, il n'y a pas de problème. Ouais, bah, je pense qu'en plus, enfin, on est un peu tous pareils, mais quand on peut parler de préparation physique, nous, c'est toujours un plaisir. Hein, mais il en parlerait beaucoup mieux que toi. Mais je sais que ce qu'il aime bien, c'est atteindre un ratio de force qu'on peut dire le seuil à atteindre en force. Par exemple, au squat, c'est 1,7 fois ton poids de corps. Mhm. Une fois que tu as atteint 1,7 fois ton poids de corps sur la force au squat, ça veut dire que tu as suffisamment de force max. Ça veut dire qu'il te balance sur beaucoup de travail de puissance, de puissance, de puissance. Mhm. Il voit que la puissance entretient ta force max. Donc, en fait, tu peux optimiser ton temps de travail sur vraiment la chose dont tu as le plus besoin, Ouais. plutôt que de continuer à vouloir monter à 1,8, 1,9, 2 fois ton poids de corps, ce qui ne sera pas forcément bénéfique pour l'activité rugby, quoi. Est-ce qu'il y a il y a des seuils différents pour les différents postes? Je pense notamment à, c'est pour faire la distinction extrême sur le spectre, mais un pilier et un ailier. Non, sur le squat, on est tous à 1,7 fois. Et c'est ton poids de corps qui fait la diff. Voilà, c'est ça. Ouais. Un pilier va faire 130 kg, donc ben, tu vois, 1,7 fois 130, Mhm. c'est bien plus conséquent qu'1,7 fois 80 kg, quoi. Ouais, Donc, c'est c'est clair. ce qui nous fait la diff. Et donc ensuite, on passe sur la puissance. Tu as parlé du fait qu'il y avait pas mal de tests, donc même sans tous les citer, mais pour toi, ceux qui ressortent et ceux qui sont les plus importants. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise énormément les accéléromètres pour les mesures de puissance. Mhm. Donc, on bosse avec GymAware. Et en gros, on a plusieurs exos. Bah, il y a encore le développé couché, il y a plein d'exos, mais où on mesure la puissance du gars Mhm. grâce à la vitesse de barre. Ouais. Et tu as aussi, j'imagine, tout ce qui est explosif au niveau du bas du corps. Vous avez On le a les saut en sauts. Ouais. contre-mouvement. Vous avez quel saut que vous utilisez en particulier? Donc, pour mesurer, on utilise l'opto jump. Ouais.
Et on a le contre-mouvement de jump et ensuite on fait des contre-mouvements de jump lestés où on monte jusqu'à 80 kg de charge Mhm. pour le test. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise bien. Donc, sachant que aussi, on a des tests horizontaux aussi de saut vers l'avant. Mhm. En gros, on essaye de mixer un petit peu de la puissance verticale, mais aussi de mixer avec de la puissance horizontale. Parce que ce Ouais. qui nous intéresse quand même, c'est de transférer vers le sprint. Et vers le sprint, eh ben, on est horizontal. Mhm. Et Donc, attention vous, de ne pas délaisser cette composante horizontale dans la muscu, quoi. tu as parlé de la composante verticale. Donc, est-ce que vous effectuez un profil force-vitesse vertical ou en saut pour tous les joueurs ou ça ne va pas jusque-là? Ouais, ouais, on fait ça, bien sûr. Ça Ok. fait partie de la thèse de Pat. Le thème de la thèse de Pat, c'est le développement des qualités neuromusculaires du rugbyman professionnel. Mhm. Donc, le profil force-vitesse saut fait partie de son profilage. Ouais. Ouais. Et Donc, pour passer saut ensuite. et ce sprint. Pardon, vas-y. Non, non, on couple le profil force-vitesse saut et le profil force-vitesse en sprint. Voilà, j'allais partir là-dessus justement. Donc sur l'aspect vitesse, ça c'est ton domaine à toi. On a parlé du profil force-vitesse en saut. Maintenant, on a le profil force-vitesse en sprint aussi. Vous utilisez les 10-80? Oui, ouais, ouais, carrément. Mais donc, nous, à savoir, c'est bon, tu me vois toujours parce que là, je suis en train de regarder mes documents en même temps, comme ça, je pourrais Je te vois te parler toujours. plus Il n'y a pas de souci. précisément. Donc, nous, là, enfin, on arrive sur ma partie où je vais pouvoir être un petit peu plus à l'aise parce que, Tu t'es très bien débrouillé jusque-là, donc j'ai hâte d'entendre la suite. Vas-y. ouais, non, donc à savoir que Putain, j'ai perdu un truc là, excuse-moi. Non, non, vas-y, je, seulement. je Prends ton cherche un temps. truc. Euh, c'est bon. Ah, comme ça, je vais pouvoir illustrer un peu mes propos avec des données précises. Ouais, ouais, vas-y. Si tu veux, enfin, c'est toujours plus intéressant Non, c'est pour les c'est bien prépas qui regardent. c'est ça, donner un petit peu de contexte, ouais. Très bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous, tout le travail de testing se fait au radar, sur un test de Ok. 30 mètres au radar. Pourquoi 30 mètres? Euh, Maintenant, 30 mètres parce que le logiciel qu'on utilisait nous permettait d'aller jusqu'à 30. Mais Mhm. c'est une bonne question. À partir de cette saison, on veut aller jusqu'à 35, voire 40 mètres. Pour tous les postes? Non, en fait, le but, nous, c'est de pouvoir faire le profil force-vitesse du mec. Ouais. Mais pour faire le profil force-vitesse, il faut que le mec termine son accélération, donc atteigne sa vitesse max. Mhm. Et on a certains joueurs avec des grosses vitesses max qui ne l'atteignent pas en 30 mètres, qui ont besoin de 35 voire 40 mètres. Sans citer de nom, tu peux parler des vitesses max que les différents postes atteignent dans ta section pro? Donc nous, le club, en gros, j'aime bien parler de club pour stimuler un petit peu les mecs. Ce que je veux, c'est que les mecs atteignent le club des 10 mètres par seconde. On parle en Mhm. mètres par seconde, on ne parle pas en kilomètres heure. Ouais, ouais, Je sais qu'il y a plein de prépas qui parlent en kilomètres heure. Nous, enfin, je sais pas, en mètres par seconde sur le terrain, c'est plus parlant. Combien de c'est mètres tu clair. parcours en une seconde? Tu vois, je trouve que c'est direct, tu comprends. En une seconde, je fais 10 mètres. Ouais, bah, ça pédale, quoi. Donc, malheureusement, sur le test de 30 mètres, pour l'instant, on n'a aucun joueur qui n'atteigne les 10 mètres par seconde. Ok. Et je sais que le très haut niveau des rugbyman, les bombes qui sont en top 14, atteignent les 10 mètres par seconde sur un test de vitesse. Toi, tes gars, il leur faudrait combien? Tes meilleurs gars, ceux qui peuvent passer 10 mètres par seconde, il leur faudrait combien de mètres pour les atteindre? Non, 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 personne ne peut passer 10 mètres par seconde. Même Ah, les ok, plus rapides, même si je même, leur fais des 40, même si tu leur donnes. les Ok, meilleurs sont à 9,50. 9,5, ok. Et Ouais, pour les, 9,50. et tu as des barèmes pour les postes en termes de suffisant, bien et excellent ou pas nécessairement? Donc, tu veux qu'on parle que de top speed ou tu veux qu'on parle de tout? Bah, Parce les deux. On peut commencer sur la top speed et puis après on peut développer un peu vu que, encore une fois, c'est ton domaine de prédilection, donc on peut partir dans les détails avec grand plaisir. ouais, carrément. Enfin, donc, je ressors un peu tout. Mais tu veux qu'on fasse vraiment poste par poste? On peut faire allez, le 5 de devant. Ouais, ouais, Ton, on peut faire des groupes, ouais. ton 5 de devant, quand il passe les 8 mètres par seconde, c'est que ça commence à bien pédaler. Mhm. Donc, à savoir aussi, c'est important, on parle de top speed, on ne parle pas de V0. S'il y en a Ouais. qui sont habitués un petit peu avec les profils force-vitesse de JB Morin, nous, C'est on quoi la parle en top. différence entre les deux?
Bah, tu sais, la V0, c'est une vitesse théorique que tu atteindrais s'il y avait zéro force Mm, appliquée. mm. Donc, c'est une vitesse que, en réalité, tu ne peux pas atteindre. C'est comme la F0. Tu sais, le Ouais, profil de JB Morin, il est en F0, V0. ouais. La V0, c'est la vitesse que tu atteindrais s'il y avait zéro force appliquée. Et la F0, c'est la force que tu atteindrais à zéro vitesse. Donc, Donc, c'est des. c'est des valeurs théoriques qui Voilà, illustrent le bout du spectre de force-vitesse, en fait, mais qui ne sont pas nécessairement des données qui sont quantifiées durant le test. voilà, exactement. Donc, voilà, tu l'as très bien expliqué. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est communiquer avec les joueurs et communiquer avec les coachs. Donc, quand on parle de ces valeurs théoriques, on perd un peu les mecs. Tu vois, Mhm, le mec, mhm. je vais lui dire, ta V0, c'est 9,50. Et en match, il va regarder son GPS, il va dire, putain, mais je suis à 8,70 et j'étais à fond, je comprends pas. Et ouais, parce qu'en fait, c'est ta F0, tu vois. Donc, on parle en top speed sur le test. Ouais, Et comme ça, la top speed que tu atteins sur ton test au radar, c'est la même top speed que tu atteindras sur le 1080 et c'est la même top speed que tu atteindras avec ton GPS sur le terrain. ouais, Tu vois, comme ça, on peut tout comparer. ouais, Donc, top speed pour ton 5 de devant, une top speed d'un bon niveau. Quand ça passe les 8 mètres par seconde, on est bien. ouais. Pour tes troisième lignes, on peut. Après, si tu as des troisième lignes puissants ou troisième ligne coureurs, mais 9 mètres par seconde, c'est très bien. C'est du haut niveau. Mhm. Et pour tes trois quarts, et ben, quand ça commence à passer les 9,20, 9,30, c'est bien. C'est bien. C'est des mecs qui ont des pattes. Ok, et donc là, on est sur le. Ça, comme tu l'as dit, tu le quantifies au radar. Et tu as quoi? T'as parlé de 4 mesures différentes sur le travail de vitesse. Oui. Quelles autres mesures tu vas prendre sur tes gars? En fait, donc là, on était sur de la Vmax. Ouais, On parle aussi de puissance en watts. Et donc, nous, on parle de puissance absolue. Donc, tu sais, qui est relative au poids de au corps. poids de corps de ton mec. Mais en fait, on ne parle pas en watts par kilo. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que les mecs les plus puissants en puissance absolue, bah, ça se voit vraiment sur le terrain. Tu vois, alors qu'un mec, enfin, ça c'est des façons de penser, tu vois. Mais nous, on aime bien parler en puissance absolue Mhm. parce qu'en fait, on a un seuil qui nous organise vraiment. Et c'est le seuil des 2000 watts, en fait. Ok, Les mecs qui vont passer 2000 watts sur le test de sprint, et ben, c'est directement lié à la capacité de franchissement de tes gars. Et les mecs au-dessus de 2000 watts, je peux te dire qu'en Pro D2 et en Top 14 sur le terrain, tu vois vraiment, tu les vois ressortir nettement, quoi. et donc ça, c'est un objectif, c'est un peu un peu un barème que tu encourages tous tes joueurs à viser, ces 2000 watts, ou Ouais, c'est clair qu'il ah, faut un certain poids derrière, il faut quand même certaines caractéristiques physiques pour pouvoir ouais, c'est ça. développer Après, ce c'est genre de surtout puissance. dans le Mhm. profilage de ton mec. C'est surtout un mec au-dessus de 2000 watts, c'est un profil puissant. C'est un mec vraiment qui va te faire la différence sur son niveau de puissance sur le terrain. Donc, tu vas peut-être pas lui demander le même niveau de capacité de déplacement qu'un profil coureur, qu'un mec à 1600, 1700 watts, mais par contre va être capable de se déplacer de partout sur le terrain, tu vois. Et Donc, ça, ça vous t'aide à. faites, désolé de te Ouais, couper, carrément. vous faites le lien du coup entre ce profil, on va dire, puissance et déplacement. Est-ce que vous avez un ratio watt max et peut-être le score du 30-15 que vous regardez pour ça? On n'a pas encore de ratio, mais je t'avoue que c'est sur quoi on est en train de plancher en ce moment là. Tu Mhm. vois, on est déjà en train de discuter tu vois, du travail de cette saison, de la saison actuelle. Et ça, ça a du sens. Et je ne sais pas comment la VMAX peut s'imbriquer là-dedans, mais ça te donne le spectre total au niveau déplacement, sans parler de force, on va dire en muscu ou en renforcement. Ça te permet de vraiment voir, je pense même, tu parlais des graphiques en étoile, en toile d'araignée, d'avoir peut-être même trois curseurs, d'avoir un vitesse max, un puissance max et un score de cardio, peu importe comment on veut que ce soit la VMA ou une autre unité de mesure qu'on veut utiliser pour vraiment déterminer comment ce joueur va pouvoir, on va dire, performer de manière physique sur le terrain. Après, nous, sur nos visuels, on n'aime pas mélanger différentes qualités physiques. Ouais, On aime bien que notre visuel de vitesse, il compare des qualités de vitesse.
Ouais. que notre visuel de puissance, il compare des qualités de puissance. Mhm. Ouais, on a la sensation que quand tu commences à vouloir croiser un petit peu les données, tu vois, métaboliques avec neuromusculaires, avec Ouais. les données de rugby, tu finis par te perdre un petit peu et on est moins efficient et tu prends pas forcément les bonnes décisions. Ouais, Donc, donc on a préféré faire nos cadres visuels Mhm. et comparer ce qui est comparable un peu, tu vois. C'est une conviction à nous. Je sais qu'il y a plein de préparateurs physiques qui font différemment, mais nous, en tout cas, on a fait ce choix-là, quoi. Bah, comme tu as dit, ça permet peut-être de ne pas trop mélanger les choses, de quand même garder certains axes de travail. Comme tu l'as dit, vous avez plusieurs préparateurs physiques, vous avez chacun un peu son domaine de compétences ou de prédilection. Et donc, ça permet quand même de garder des axes de travail parce que, comme tu l'as dit, si on met tout ensemble, certes, ça peut être intéressant au niveau théorique, mais après, pour qu'est-ce que tu en ressors et comment tu le travailles et par quel axe tu vas passer, c'est là où ça devient peut-être un petit peu difficile. C'est ça, Ouais, c'est et ça. donc, ok, donc Et tu as donc, les deux Vmax, autres, puissance max, et puis enchaîne sur les deux autres. alors voilà, c'est ça, top speed, puissance max, et après, c'est le basique, mais qui est irremplaçable, c'est le temps sur 10 mètres, le temps sur 30 mètres. Ouais. Parce Et que au final, c'est ce qui recoupe tout, tu vois. Tu peux, enfin, sur le terrain, ce qu'on veut, c'est que le mec, il avance, tu vois. Donc, le temps sur 30 mètres, eh ben, il mélange tes qualités de puissance, tes qualités de top speed, et le temps sur 10 mètres, il mélange ta qualité de force, ta qualité de puissance, tu vois. Mhm. Donc, on pense qu'avec ces 4 données-là, eh ben, tu as quasiment fait le tour du spectre sans trop complexifier la chose, tu vois. Mhm. Donc, nous, quand on communique avec les coachs ou avec les joueurs, on communique ces 4 données-là. Mais entre préparateurs physiques, on peut aller beaucoup plus loin à parler de F0, de V0, tu vois, même un peu de DRF, mais on est encore un petit peu loin sur ce genre de choses-là, tu vois. Tu Si peux parler on arrive. de ce que c'est, le DRF, pour ceux qui connaissent pas? C'est un ratio de force qui, en fait, c'est comment tu arrives à appliquer de la force horizontale enfin, tout au long de ton sprint. Comment tu arrives à conserver une application de force horizontale et pas tout de suite passer sur une force verticale. Je ne sais pas si je l'explique correctement, mais tu vois, même moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec ce genre de données-là. Donc, sincèrement, entre nous, quand on fait notre profil force-vitesse, on a ces données-là, mais je ne l'utilise pas encore. Je ne suis pas encore assez à l'aise pour l'utiliser et que ça soit une vraie donnée d'entraînement. Est-ce Mais que… tu vois, enfin, je veux qu'on en parle quand même parce que ça existe. Mhm. Je suis sûr que dans les personnes qui vont regarder le podcast, il y en a qui l'utilisent. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore assez à l'aise avec ça pour aller plus loin sur ce sujet-là. Mhm. Et donc, à ton sens, ou d'après ce que tu sais de cette mesure-là, quel est l'impact de la technique de course, la mécanique de sprint sur ce facteur-là? Ben, je pense que quand même tu travailles sur le 10-80, et ben vraiment tu aides ton mec à produire de la force horizontale. Donc, mais j'ai jamais regardé comment évoluent ces données-là en saison. Mhm. Donc, enfin, tu vois, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Donc, Et donc là, on a fait le tour tout ce qui est testing, tout ce qui est des paramètres que toi, tu vas tester et suivre sur tes gars pendant ouais. la saison. Vas-y. Après, est-ce que tu veux, parce que là, j'étais sur une feuille qu'on communique aux coachs et aux joueurs, mais si Ouais. tu veux, je peux regarder une feuille de notre testing pour les prépas physiques. Donc, ouais, on a la V0, la F0, la Pmax en watts par kilo. Mhm. On a les temps sur 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tu vois, nous, on découpe beaucoup plus que ce qu'on communique. On a les Mhm. temps sur chaque tronçon de 5 mètres parce que ça peut être très intéressant, tu vois, pour nous. On a la distance qu'on atteint en 2 secondes et la distance qu'on atteint en 4 secondes. Mhm. Ok, donc dans l'autre Voilà. sens, ouais, c'est Ça, intéressant c'est aussi. c'est toutes les données qu'on a sur le test radar. Ok, et au niveau de ces tests de vitesse, on va, comme tu l'as dit, peut-être pas s'étendre sur les autres types de tests. On laissera les autres préparateurs physiques parler de leur domaine de prédilection, mais pour ce qui est des Ouais, il faudra tests, faire un podcast avec Pat, hein, sincèrement. exactement, Génial. avec grand plaisir. Pour ce qui est des tests de vitesse, tu les fais à quelle fréquence? Alors nous, donc là, on arrive. On- Ma femme, bonjour. On arrive à parler un petit peu de planification. Ouais.
Donc, donc ça, nous, on a mis en place un roulement sur 3 voire 4 semaines avec l'équipe pro à Grenoble. Mhm. On effectue un test toutes les 3 semaines, 3 voire 4 semaines, selon un petit peu comment s'articule le calendrier. Mais toutes les 3 ou 4 semaines, on a un test de 30 mètres. Mhm. Et en fait, nous, c'est plus vraiment un test, c'est une séance de vitesse où on mesure le 30 mètres, tu vois. Mhm. Et grâce à ça, ça nous permet euh, d'avoir énormément de données de tests dans la saison. Et ça nous permet vraiment de profiler un petit peu le mec. On est persuadé que le meilleur indicateur de fatigue, c'est ton temps sur 30 mètres. Parce que là, tu vois, tu couples de la coordination avec de la force, avec de la vitesse, avec de la puissance. Et là, tu peux pas tricher, quoi. Si tu es fatigué, si tu es en forme, bam, ça nous saute aux yeux. Et tout de suite, eh ben, on peut prendre des décisions, quoi. Nous, on fonctionne comme ça. Et donc ça, c'est sur le plan peut-être un petit peu plus macro. Donc toutes les 3 4 semaines, tu vas avoir un aperçu de l'état de ce joueur. Est-ce que, peut-être pour partir sur une petite tangente, est-ce qu'il y a d'autres tests que vous utilisez pour quantifier l'état de préparation ou l'état de readiness score ou quelque chose comme ça du joueur au jour le jour pour peut-être avoir des ajustements un petit peu plus petits, on va dire, comme tu as dit, au jour le jour plutôt que sur un bloc de 3 semaines parce que c'est possible que voilà, si le gars il est vraiment au fond du trou pendant 2 semaines de suite, ben, tu vas peut-être pas le voir tout de suite et 3 semaines, ce sera trop tard pour voir cette chose-là. Mais comme je te disais tout à l'heure, nous, on mesure tout, en fait. On, dans la salle de muscu, on mesure. Dans la séance de vitesse, on mesure grâce au 10-80. Mhm. Et donc, en fait, le mec, il est screené tous les jours, dans toutes les séances, dans tout ce qu'il fait. On a même les données GPS sur le terrain qui nous donnent encore des indications. Mais Mhm. tu vois, si on parle de facteurs nerveux, le mec qui est en train de plonger, on va pas attendre le test de vitesse toutes Voilà. les 3 semaines pour le voir, quoi. Mhm. Mhm. Mais, et donc, ça, c'est un des autres avantages de la mesure. C'est que, sincèrement, au début, les mecs, ça leur fait bizarre, tu vois. Parce qu'ils disent, putain, mais. Enfin, ça, c'est, tu vois, ça, c'est au début que tu essaies de mettre en place ce genre de façon de penser. Les mecs, ils te disent, putain, mais on fait que des tests, en fait. Je dis, mais gars, c'est pas des tests qu'on est en train de faire. Tu es en train de faire ta séance de muscu, là. Ou tu es en train de faire ta séance de vitesse. Mais tout est mesuré. Donc, c'est pas un test, c'est pas une séance, c'est les deux, tu vois. On est tout le temps en train de faire les deux. Et on a un vrai screen du mec, vertical, horizontal, en sprint, on a tout, tu vois. Et presque tous les jours, parce qu'on a presque tous les jours de la muscu et tous les jours de la vitesse. Mhm. Et donc, si on revient sur le test de 30 mètres que vous faites toutes les 3 semaines, et à part l'état de fatigue, sur les autres paramètres, tu as parlé de la puissance, tu as parlé des F0, V0, ces paramètres-là, à quel point est-ce qu'ils peuvent évoluer en saison par rapport à sur une intersaison ou sur une pré-saison? Donc, ben, ça fait un petit peu partie de la thèse de Pat. Donc, je peux pas encore vraiment dévoiler tous les stats, même si j'ai trop envie. Mais pour l'instant, les articles ne sont pas encore publiés. Ok. Et il y a, enfin, je peux pas tout vous dire. En plus, c'est la thèse de Pat. Donc, mais nous, en fait, au démarrage de la thèse, on s'était basé sur des études qui montraient qu'en saison, avec la fatigue et la répétition des matchs, et ben, les qualités de vitesse, elles avaient tendance à baisser régulièrement tout au long de la saison. Mhm. Et les qualités de vitesse, elles avaient tendance à baisser régulièrement au cours de la saison et même un petit peu plus que la puissance. Et donc, nous, on s'était dit, putain, on aimerait au moins réussir à les maintenir, quoi. Mhm. L'objectif, c'était de les maintenir. Et si ça fonctionne bien, et ben pourquoi pas réussir à faire monter les données en saison. Parce que comme on parlait tout à l'heure au tout début de la discussion, on a 7 semaines de préparation physique et on a 40 semaines de saison. Donc si tu développes tes mecs pendant 7 semaines et qu'après pendant 40 semaines, et ben, tes valeurs physiques, elles font que descendre, Mhm. et ben, tu finis à la fin de la saison et tu as les mecs qui sont ras les pâquerettes. Et si tu es un préparateur physique, tu peux pas te satisfaire de ça, quoi. Et donc, Donc nous, si. on a mis en place
des stratégies d'entraînement et de planification qui ont permis, dans un premier temps, de maintenir les qualités de puissance et de vitesse tout au long de la saison. Et sur la saison dernière, bon, je dévoile un petit peu, désolé Pat, mais, mais sur la saison dernière, on a réussi à faire monter régulièrement le niveau de puissance des mecs tout au long de la saison. Vous aurez les pourcentages bien précis quand Pat publiera sa thèse. Je ne veux pas dire de conneries parce que la science, c'est la science et les pourcentages, c'est les pourcentages. Mais ce que je veux dire, c'est que la puissance des mecs, elle n'a pas arrêté. Donc là, on est sur la moyenne du groupe, sur, tu vois, 48, voire 50 joueurs. Donc on est quand même sur un effectif assez conséquent et des joueurs professionnels qui, pour la plupart, matchent presque toutes les semaines, quoi. Ouais. Donc, les qualités de puissance ont monté progressivement tout au long de la saison. Et les qualités de vitesse max, qui était notre plus gros challenge parce qu'elles ont toujours tendance à s'écrouler au cours de la saison, et ben, on a réussi à les maintenir tout au long de la saison, voire pour certains des joueurs, à monter au cours de la saison. Et peut-être sans trop aller dans, comme tu l'as dit, tous les détails pour laisser un petit peu de suspense avec la thèse de Pat qui sortira, on l'espère prochainement. Si on parle maintenant d'entraînement de vitesse pour le rugby, donc comment est-ce que vous organisez? Comme tu l'as dit, la saison, c'est la majorité de l'année pour vous. Donc, je pense qu'il y a peut-être on commence avec la pré-saison ou l'intersaison, vu que ça va être la plus petite partie. Et ensuite, on pourra parler du travail en saison. Mais donc, en pré-saison, comment est-ce que toi, tu vas planifier le travail de vitesse, fréquence semaine, volume de course, ce genre de choses pour la remise sur pied pour que les mecs ils soient à bloc le premier jour du championnat? Par où commencer? Est-ce que on va commencer par la planif et puis après je parlerai un petit peu de notre philosophie de l'entraînement neuromusculaire. Super. Donc nous en fait on voit la planif en deux parties. La première partie de la pré-saison, on récupère les mecs après 5, 6, voire pour certains 7 semaines sans compétition, sans entraînement. Même s'ils ont des programmes à domicile, tu vois, au niveau neuromusculaire, c'est toujours très compliqué de conserver ce type de qualité. On se laisse environ 3 à 4 semaines pour ramener les mecs progressivement vers leur niveau de puissance et leur niveau de vitesse max. Ouais. Donc ça, le 10-80 sprint, c'est un outil extraordinaire pour ça. C'est qu'il nous permet, en prenant beaucoup moins de risques, d'assister les mecs en vitesse max pour revenir tranquillement vers leur Vmax. Et en calibrant exactement, tu vois, tu peux, je ne sais pas si tu as déjà utilisé le 10-80 sprint, mais tu peux limiter la vitesse. Donc nous, on prend la Vmax de la saison d'avant du mec et on se dit, bon, bah voilà, là, tu vas atteindre 80% de ta vitesse max. Le mec part avec l'assistance et une fois qu'il atteint, il voit la corde qui arrête de le tirer. Donc ça veut dire qu'il est à 80%. Donc il garde cette allure-là. Et à chaque séance, on fait 80, 85, 90, 95, 100%. On ramène le mec à 100% de sa vitesse max, beaucoup plus safety, tu vois, avec beaucoup moins de risques qu'en disant bon, bah vas-y, fais un 30 mètres à 80%. Ouais, mais mon gars, comment je fais un 30 mètres à 80%, tu vois? Ouais. Donc avec cet appareil-là, on optimise le travail, on prend moins de risques et on ramène le mec à 100% de sa Vmax. Ouais, ce qui est Pareil super, pardon de te couper, Oui, ce qui est super intéressant parce que la plupart du temps, quand on pense sprint assisté, c'est pour ah aller ouais, plus vite que ta Vmax. Mais en fait, ça, c'est un très, très petit pourcentage de ce que vous allez faire avec cet outil-là. Donc, comme tu l'as dit, tu peux les aider à atteindre des pourcentages précis. Aussi, en ouais. peut-être, et corrige-moi si je suis pas dans le juste, mais ça, tu leur permets d'atteindre ces vitesses-là avec peut-être un peu plus d'aisance et avec un petit peu moins de demande sur leur organisme Ah ouais, c'est pour avoir clair. le stimuli, mais sans nécessairement avoir l'entièreté de la charge que requerrait cet effort autrement, c'est ça? C'est clair, c'est clair. Parce que la vitesse angulaire, elle y est, tu vois. Ton articulation, elle travaille à la vitesse de ton 100% de Vmax. Ouais. Mais par contre, ton ischio, il est un petit peu soulagé parce que la corde t'aide à produire la force, tu vois. Donc, en fait, quand tu as l'habitude un petit peu de bosser avec le 10-80, ne dis surtout pas à ton mec d'aller à 100%. Enfin, ça dépend ce que tu cherches. Mais si tu cherches 100%, dis-lui d'aller à 90%. Parce que c'est tellement facile d'atteindre ton 100% de Vmax Ouais.
Si tu le chauffes, eh ben, ton mec, il va te faire 110% de Vmax. Enfin, après, bon, tout dépend de la charge de ton assistance, mais tu vois, il faut apprendre à communiquer quand tu utilises cet outil-là Ouais, ouais. pour pas faire de conneries, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, tu as cette progression, comme tu l'as dit, sur 3-4 semaines pour remettre les mecs au niveau. Et après, tu as parlé d'une pré-saison de quoi? 7 semaines. Donc, il te reste 3-4 semaines. Ouais, donc sur la première partie de pré-saison, on fait ça et aussi sur la puissance. On Ouais, travaille en sprint avec résistance, ouais. où là, il faut en bouffer un peu plus parce que là, c'est carrément des qualités musculaires, neuromusculaires, tu vois. Mhm. Là, c'est plus seulement de la coordination. Là, il faut, tu vois, il faut faire remonter les niveaux de force. Ouais. Et pareil, tu vois, il faut bien 3, 4, voire 5 semaines avant de retrouver un niveau de Pmax équivalent à ce que tu faisais en moyenne la saison dernière, quoi. Et puis, pour parler un petit peu de ce type d'entraînement-là, donc le travail de puissance, travail, on va dire, résisté, comment tu travailles avec ça? Il y a plein de façons de le faire. Il y a en pourcentage de poids de corps, il y a en réduction de vitesse par rapport à ta vitesse max sur une certaine distance. Comment est-ce que tu Ouais. vas quantifier ces résistances-là et quel spectre de résistance tu vas utiliser pour différents types d'efforts? Nous, on reste assez simple. On a 3 modes de fonctionnement pour le travail d'accélération avec le 10-80 et on en a 2 pour le travail de Vmax. Mais Mhm. bon, enfin, ça sera sur la prochaine partie. Sur la première partie de pré-saison, on utilise beaucoup de travail lourd, genre 20, 25, 30 kilos avec le 10-80, Mhm. ce qui équivaut à 3 fois plus si vous travaillez avec des sleds. Ça Ok. veut dire que le plus lourd, ça équivaudra à des sleds de 90 voire 100 kilos. Tu Ce vois, qui, ce qui- on ce va qui serait vraiment considéré comme lourd, parce que c'est quoi? C'est lourd. c'est à peu près, ben, pour on va dire, le joueur moyen ou le joueur médian, c'est à peu près poids de corps, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, si tu veux, il y a pas mal de papiers là-dessus. Moi, maintenant, je bosse beaucoup avec le 10-80, mais souvent, ça dépend aussi de ta force de frottement au sol. Ouais, Mais avec un sled, si tu veux travailler à Vmax, enfin, ça c'est toujours dans la réalité. Si tu veux travailler à Vmax, il faut que tu sois à 50% de ta top speed. Donc, il faut trouver un sled assez lourd pour te réduire de 50% ta vitesse. t'as dit Vmax, tu voulais dire Pmax? Donc, si tu veux travailler sur ta Non, puissance max? Non. non, non. Tu prends ta vitesse max, ta top Ouais, speed. ouais. Donc, prenons 10 mètres par seconde pour faire simple. Voilà, c'est ça. Et ben, il faut que tu trouves un sled assez Ouais, lourd pour que ouais. ton mec il court à 5 mètres par seconde. Ok. Et là, tu seras à ta Pmax. Là, ouais, Pmax, c'est ça, ouais. Parce que tu avais dit Voilà. Vmax avant et Ouais, non, pardon. on parle de Excuse-moi. Pmax. Non, non, il n'y a pas de Pour être souci. à Pmax, il faut être à 50% de ta Vmax. Ouais, d'accord, Donc, il c'est faut que tu clair. trouves un sled assez lourd pour te réduire de 50% ta vitesse max. Ouais, ok. Et donc là, c'est du travail qui est fait sur quel type de distance? Donc, nous, on s'est dit il fallait que le mec aille au bout de son accélération. Donc, avec ses charges lourdes, en 10 mètres, tu vas au bout de ton accélération. Mhm. Sur 10 mètres, ça suffit. J'ai entendu des mecs, notamment Nicolas Jean-Jean avec l'équipe de France, qui aiment travailler en limitation de vitesse. Ils te limitent, par exemple, si ta Vmax c'est 10 mètres par seconde, et bien avec le 10-80, il te limite à 5 mètres par seconde et il te fait durer cette accélération un petit peu plus longtemps. Mhm. Nous, on l'a essayé et on n'a pas retenu ce mode de travail parce que pour plusieurs raisons, mais on n'était pas satisfait de cette façon de faire, donc on n'a pas retenu ça. Mais c'est certainement une bonne façon de faire. Il y a plein de coachs qui vont le faire. Mais si je dois te parler du FCG, nous, on ne travaille pas comme ça. On reste sur 10 mètres avec des résistances lourdes. Ouais, donc 10 mètres et donc 10 mètres départ arrêté avec ces résistances qui vont te diviser ta Vmax en deux ou Et qui on te fait le limiter à feedback sur la 50%. puissance du mec. Ouais, Le ouais, ok. feedback, c'est la puissance. Voilà, pour la puissance, tu as parlé de deux autres modes de travail que vous avez sur l'accélération. Ouais, donc en première partie de pré-saison, on n'utilise que ça. En Mhm. gros, on n'utilise que ça sur l'accélération. Et sur le 10-80, les sprints assistés, très simple. Le but, c'est de revenir à 100% de Vmax. Donc, on ne fait pas des formats trop diversifiés. En Ok. même temps, ça dure 3 ou 4 semaines, tu vois. Donc, on peut répéter ce genre de séance. Mhm. Et souvent, ce qu'on a l'habitude de faire en pré-saison, c'est que notre séance de vitesse, elle va durer 45 minutes à peu près. Et dedans, on couple l'accel et la Vmax. Ok. Donc, Et tu vous as en et de faites quoi? l'accélération. Deux par semaine? On en fait 2 par semaine. Deux par semaine, ouais. Et quel est l'avantage de coupler ces qualités pendant une même séance et de la doubler sur la semaine
contre faire une séance dédiée vitesse, une séance dédiée Ouais, c'est accélération. ça, c'est qu'on veut que tu aies 2 stimulus d'axel, 2 stimulus de Vmax. Et en même temps, déjà, c'est la pré-saison, donc on a Ouais. beaucoup plus de temps dédié à la préparation physique. Et en plus, on n'est pas sur des séances de malade. On n'a pas un Mhm. volume énorme. Donc, tu peux en répéter 2 dans la semaine, tu vois. Ça fonctionne comme ça. Le but étant seulement de retourner à ta moyenne de la saison dernière. Ouais. Donc, tu vois, tu peux coupler la même chose dans ta séance et le doubler dans la semaine. Ok. Et donc, vous avez ces deux séances-là. Et comment est-ce que tu progresses ensuite ce travail d'accélération sur la suite de la pré-saison? Donc voilà, ça c'est la première partie de la pré-saison. Maintenant, on va parler du reste de la pré-saison et de toute la saison. Donc Ok. tu vois, là, on a parlé de 3-4 semaines et maintenant, on va parler de 40, plus de 40 semaines. Ouais. Donc là, on est sur vraiment, ça y est, on y est enfin. On y est arrivé. Là, on est dans le vrai, dans ce qui nous fait kiffer vraiment. Parce que je te dis, le début, c'est juste, c'est pour revenir à un niveau acceptable, quoi, tu vois. Maintenant, on y est et ce qu'on veut, c'est faire développer le mec malgré l'enchaînement des matchs, malgré la longueur de cette saison. Mhm. Donc, on utilise 2 ou 3 formats de Vmax et 3 formats d'Axel. Sur le format de Vmax, on utilise du sprint assisté avec le 10-80 lourd. Ok. C'est-à-dire qu'on sera sur 30, 35, 40 mètres pour les meilleurs, avec des assistances qui iront de 7 à 10 kilos. Donc là, le câble, il te tire quand même. Tu vois, il faut y aller, il faut accepter. Ouais. L'objectif de cette séance, ça sera d'être 10% au-dessus de ta Vmax. Donc, c'est de la survitesse. La survitesse, là, on y est. Là, tu vois, là, mais on balance pas des mecs au hasard comme ça. Hein. Tu Ouais. vois, ça se construit progressivement. Et notamment avec les nouvelles recrues, on prolonge la première partie de saison encore plusieurs semaines D'accord. jusqu'à ce qu'ils soient prêts à accepter ça. Et ils ont toujours un volume bien plus petit que les Mhm. mecs qui font ça depuis 2, 3, voire 4 saisons. Quoi. Ok. Donc, pardon, on en était où De 30 à 40 mètres, de 7 à 10 kilos, Mhm. objectif 10% au-dessus de ta Vmax. Et on fait 2, 3, 4 sprints. Ok. Et les 10% au-dessus de ta Vmax, c'est considéré comme étant beaucoup en survitesse ou c'est un Ouais. chiffre qui est moyen? Ouais, sincèrement, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, Non. mais c'est la guerre. C'est la guerre. Sincèrement, quand tu es tiré par le câble à 110% de ta Vmax, eh ben, tu as intérêt d'avoir un bon gainage parce que ça part dans tous les sens. Hein. Il faut être solide et l'appui au sol, je peux te dire que ça développe. Quoi. Et au niveau, le ratio, on va dire, retour sur investissement et risque, est-ce que vous voyez plus de blessures dans ce genre de travail de vitesse ou c'est quelque chose que vous avez réussi à vraiment bien gérer? Parce que c'est notamment une chose que moi j'ai beaucoup entendue. J'ai jamais pratiqué la survitesse, c'est pas quelque chose que je vais faire dans mon contexte. Mais les gens parlent pas mal de risque de blessure en allant au-delà de ses capacités, on va dire, physiques. Euh, Neutre, sans assistance extérieure. Quel est ton point de vue là-dessus? Bah, nous, ce qu'on aime bien au FCG, c'est que tu vois, sur les saisons, il y a 5 ans ou 4 ans, quand on n'utilisait pas encore ces méthodes-là, Mhm. eh ben, on faisait plus d'ischio que maintenant. Mhm. En gros, plus on fait de la vitesse, moins on se blesse en faisant de la vitesse. Donc ça, c'est un truc avéré. On a des stats précises, hein, je ne te dis Ouais. pas ça. On a vraiment des statistiques qui nous montrent. On n'a jamais fait autant de travail de vitesse et on n'a jamais eu aussi peu de blessures à l'ischio. Ce qui est une bonne nouvelle quand même. Ouais, bon après, on n'en a pas zéro malheureusement. Ouais. J'aimerais un jour qu'on ait zéro blessure. Et tout ce qu'on fait, on y travaille. Hein, mais des blessures à l'ischio liées au sprint, et ben, voilà, on n'en a jamais eu aussi peu. Mhm. Et j'espère qu'un jour, on en aura zéro tout en faisant du travail de vitesse. Quoi. Ok. Et en tout cas enfin, là, on discute tous entre préparateurs physiques, mais la solution pour ne pas se faire mal à l'ischio, c'est sûrement pas de ne pas faire de vitesse. Ça, je peux vous l'assurer et vous le certifier à 100%. Quoi. C'est pas Ouais. en ne faisant pas de vitesse qu'on va ne pas se faire mal à l'ischio. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ça, c'est une chose que j'ai
introduit en reprenant la prépa physique avec le club quand je suis revenu il y a 3 ans en arrière. Et voilà, j'ai pas de 10-80. Comme je t'ai dit avant, je suis tout seul avec un grand groupe. Mais on fait des gammes athlétiques sur une piste. On fait des sprints en côte en début de pré-saison parce que ça permet de réduire un peu la vitesse. Et ensuite, on fait des sprints sur du plat et des 5, peut-être des 10 mètres lancés en fin de prépa. Et au final, on a eu des bons résultats là-dessus aussi au niveau des blessures et puis du ressenti des mecs sur le terrain, quoi, et essayer de garder un soupçon, une micro-dose, on va dire, de sprint dans la semaine aussi, parce que c'est clair que voilà, si tu fais peut-être 3 semaines où disons que le temps il est pas top, donc il pleut, donc tu sais que tu vas pas courir aussi vite qu'eux, et d'un coup tu as une semaine de beau, mais ça fait un mois que tu n'as pas couru vite parce qu'à l'entraînement tu le fais jamais, et puis en match c'était pas possible. Et ben c'est vraiment là où tu peux avoir des soucis, quoi. Ah, en vitesse, à partir d'une semaine, tu commences à te désentraîner. Mhm. Donc, j'en parlerai après, mais dans notre philosophie de l'entraînement, c'est la vitesse, c'est toutes les semaines, toute la saison. Si Ouais. tu arrêtes, eh ben, tu reprends ta phase 1. Tu vois le Ok. truc? Ouais, On ne peut pas se permettre d'arrêter. ouais, ouais. Mais on en parlera sur notre philosophie. Là, j'ai enchaîné sur la planif et le contenu des séances. Et je Ouais. pense qu'après, je vous expliquerai notre philosophie. Comme ça, peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi on fait tel ou tel choix. Ouais, Mais là, je ouais. vous livre tout. Je vous livre nos contenus de séance. Bah, je ne l'ai jamais fait. Mais le truc, c'est que j'ai envie que ça soit public. Tu vois, j'ai pas envie de faire notre truc caché. Parce que, parce que je sais très bien que construire ça, même si je vous donne tout, ça prend des années à construire. Et Ouais, que, et après, faut le mettre en application ouais, voilà, et le temps que les autres le mettent en application, bah, nous, on sera déjà après. Donc, c'est pas grave. Je peux tout vous dire, Exactement. c'est pas grave. Ouais, donc, écoute, on enchaîne. Donc, tu as parlé Donc, je t'ai du parlé de travail notre de premier format survitesse. de survitesse lourde. Ouais, ouais, On fait de la survitesse légère, ok. c'est-à-dire entre 3 et 5 kg d'assistance. Le but, c'est de rester au-dessus de 5% au-dessus de ta vitesse max. Mhm. Sachant qu'à chaque fois que ce soit de la survitesse lourde ou de la survitesse légère, je couple ça avec des 10 mètres lancés, du sprint à vide, sans 10-80, sans rien. Ok. Parce que le transfert est bien meilleur. On a fait des stats sans le transfert et avec le transfert, enfin, sans le sprint à vide et avec le sprint à vide, sincèrement, ça marche beaucoup mieux. Parce que la réalité, c'est pas avec une ficelle, tu vois. La réalité, c'est toi qui dois produire la force. Donc Ouais, la ficelle t'aide à ressentir des trucs et après, tu me transfères ça sur toi tout seul. ouais, c'est Ça super marche. intéressant. Ouais, ouais. Ça marche bien. Ok, Et notre troisième séance de Vmax, c'est le test de 30 mètres. Parce que ok. tu vas y aller à ta Vmax. Mhm. Donc voilà nos 3 formats de Vmax et nos 3 formats d'Axel. C'est Axel lourde, Axel légère. Axel lourde, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le même qu'en pré-saison. Ok. 20, 25, 30 kg sur 10 mètres. Axel légère, 5, 10, 15 kg sur 20 mètres. Et Axel assisté. Mhm. Ça, on commence à le mettre en place cette année. Ouais, Mais on se tape des 15 mètres avec de l'assistance et on est en over-accélération. voilà. Ouais. Donc la vitesse angulaire, elle va encore plus vite que sur une Axel normale. Donc Il y on a est en pas train de trop, voir. y a pas trop de gars Et, qui piquent du nez la première fois. ouais, ça fait bizarre, hein, sincèrement, ça demande quelques petites séances pour s'habituer, mais Ouais, on a vu j'imagine. quelques papiers qui sont sortis aux États-Unis et apparemment, il y a quand même une bonne corrélation avec ta qualité d'accélération. Si Ouais. tu entraînes comme ça se transfère à ta qualité d'accès. Ça, c'est un truc qu'on met en place dernièrement. Euh, et Du coup, pareil, couplé avec des 10 mètres, des 15 mètres, des 20 mètres à vide. ouais, ouais, comme tu l'as dit, pour avoir ce transfert du travail assisté au travail non assisté. Et du coup, tu as parlé des 3 séances sur chaque, on va dire, portion de l'aspect vitesse, l'accélération, la Vmax. Euh, vous faites quoi? C'est une séance par semaine de chaque? Est-ce que c'est découpé? Est-ce que tu as par exemple Vmax le mardi et Axel le jeudi? Ou est-ce que vous couplez ça en saison? Donc, ben, si on parle, bah, comme ça fait le lien avec la philosophie de l'entraînement. Mhm. Parce que tu vas comprendre comment on fonctionne du coup. Pour nous, donc notre philosophie, c'est faire de la vitesse dans la salle de gym, enfin comment, dans la salle de muscu et sur le terrain. Mhm. Ce qui nous emmène à dire
on fait des séances de vitesse au moins 2 fois par semaine et toutes les semaines. Mhm. La seule fois où tu fais pas de la vitesse, c'est que tu es en vacances. Tu vois le truc? Ouais. On parle de vitesse. Enfin, ça, c'est ma conception vraiment. Si tu veux parler de vitesse, si tu dis que tu fais une séance de vitesse, il faut que tu aies au moins un feedback ou une compétition. Si tu n'as pas une de ces deux choses-là, tu fais pas de la vitesse. C'est un petit peu raide ce que je vais dire, mais à chaque fois que tu vas faire une séance, tu vois, en mode on fait de la technique, on fait du placement, on fait des gammes, on fait. Bah ouais, tu fais des gammes, tu fais de la technique, mais tu fais pas de la vitesse. Mhm. Tu fais autre chose, tu fais, je sais pas, un travail technique, un échauffement, mais c'est pas de la vitesse. Moi, je te parle de vitesse, c'est effort max. Mhm. Et pour qu'il y ait un effort max, pareil, ça, les rugbyman, enfin, je pense que dans tous les sports, c'est un peu comme ça, hein. Mais tu mets un mec sur 10 mètres, tu dis cours à fond. Le mec, il va me faire son 10 mètres. Ouais, c'est bien, tu as fait de la vitesse. Bah non, faux. Parce que le mec, il va être à 95%. Enfin, tu vois, il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de compétition. Mhm. C'est pas de la vitesse. Et les rugbyman, les mecs, ils adorent la compétition. Tu les mets à deux, tu dis maintenant faites un 10 mètres. Et pam, là, tu vois, la magie, elle apparaît. Rien à voir. Ouais, Les mecs, ils vont se tirer la bourre et tu vas voir, tu vas être à 100%. ouais, Tu veux faire de la vitesse, 100%. c'est exactement ce que je fais en fin de pré-saison. Je les mets par deux profils qui sont assez proches au niveau de leurs compétences physiques. Et bah là, je pense à une séance qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Ils se mettent départ au sol. Il y en a un qui est 2, peut-être 3 mètres devant l'autre, en général même pas 2 mètres. Et c'est le premier qui déclenche. Et l'autre, il doit le chasser sur 20 mètres et essayer de le rattraper. Et là, tu peux être sûr que les mecs, ils vont se donner, quoi. Ben, ça, c'est super parce que tu vois, quand tu entraînes un effectif mais que tu n'as pas les moyens de filer des feedbacks de puissance, de Vmax, de GPS, de machin, Mhm. la compétition, les gars, ça marche à tous les coups. Et ça coûte que dalle. La compétition, c'est gratos et ça vous fait passer les petits pourcentages qui manquent pour passer de 95 à 100%. Et pour dire, je fais pas de vitesse ou je fais de la vitesse, tu vois. Mhm. Et Mhm. ça marche trop bien, sincèrement. Si vous n'avez pas le matos qui vous permet de donner des feedbacks, construisez vos séances avec de la compétition Mhm. et là, vous allez faire la diff. Là, ça va marcher, les gars. Ouais, non, je pense que c'est vraiment un super conseil. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la distinction et bah, à toi de me dire si vous faites la distinction et jusqu'à où vous la faites entre les différents groupes de joueurs. Tu as parlé avant du 5 de devant, des troisièmes lignes, des trois quarts. Est-ce qu'il y a des schémas de séance qui sont différents, des focus qui sont différents selon le poste? Peut-être c'est plus simple de parler d'avant et de trois quarts. Comment est-ce que tu vois la chose? Ouais, moi, j'aime bien différencier le 5 de devant et le reste du monde. Ok. Donc, nous, déjà, tout le monde fait de la vitesse. Tout le monde, tout le monde. Les piliers droits, les piliers gauches, les deuxièmes barres, les talonneurs, tout le monde fait de la vitesse. Parce que enfin, parce que c'est primordial. Et parce que la vitesse, c'est de la puissance. Tu vois, c'est pas que de la top speed quand je te dis vitesse. C'est de la puissance. Enfin, tout le monde fait du sprint en vitesse. Et ton pilier, il a besoin de puissance. Ton talonneur, il a besoin de puissance. Ton deuxième ligne, il a besoin de puissance. Parce que à l'impact, c'est ce qui va te faire ta différence. Et si le mec, il va mettre ton équipe dans l'avancée ou pas mettre ton équipe dans l'avancée. Mhm. Après, on fait des distinctions sur les contenus et sur le volume surtout. Parce qu'on ne fait pas tous le même sport à tous les postes. Et les piliers, notamment les premières lignes, les talonneurs aussi. Mais les séances de mêlée laissent beaucoup de traces sur les organismes des premières lignes. Et, euh, et on voit que sur le travail de puissance, on impacte la même zone qui est tendon d'Achille, mollet. Ouais. Et si tu files la même dose à tes centres qu'à tes piliers, bah, tes piliers, au bout d'un moment, ils vont quand même avoir les tendons qui sifflent. Mhm. Et en plus, ils ne seront pas si efficients que ça dans le travail. Mhm. Donc nous, on fait des petites variantes sur les contenus et sur le volume. Mais par contre, tout le monde fait toutes les séances. Ok, bah c'est Et un bon à truc que je savoir. fais pas aussi avec le 5 de devant, je faisais avant, mais c'est là où j'ai eu quelques alertes aux ischio. C'est les 10 mètres lancés en superset avec le sprint assisté. Ouais. Les quelques problèmes qu'on a eu aux ischio, ils étaient sur ces 10 mètres lancés. Ok. Donc, on ne fait plus les 10 mètres lancés avec les gros piliers qui sortent d'une séance de mêlée, tu vois. Ouais.
On les laisse sur l'assistance avec le 10-80 parce que tu vois, dans la facilité, ils vont me chercher des 100%, 105, 110% de Vmax. Mais je leur rajoute pas encore le 10 mètres lancé parce que pour faire un 10 mètres lancé, en fait, il faut faire un 30 mètres au moins, tu vois. Ouais. Donc pour eux, c'était vraiment sollicitant, donc je les teste plus là-dessus. Enfin, je les fais plus passer là-dessus en séance. Sachant aussi que sur notre test, le 5 de devant, ils sont testés sur 20 mètres. Tous les autres, ils sont testés sur 30-35 mètres. Ok, donc tu as quand même des Ça, paramètres de test qui sont légèrement différents. Ouais, c'est ça. Mais parce que, en fait, je te disais, mon test, ce que je veux, c'est que mon mec, il aille chercher sa Vmax. Ouais. Si mon pilier, il atteint sa Vmax à 19 mètres, eh ben, j'ai pas besoin de lui faire un 30 mètres. Tu Ouais. vois le truc? Ouais, Donc, ça dépend un peu des profils des gars aussi. c'est intéressant quand pour ceux qui n'ont peut-être pas baigné dans le monde du travail de vitesse, tu te dis que les plus rapides vont atteindre leur Vmax le plus rapidement possible, mais c'est le contraire en fait. Tu Non, non, regardes, non. tu regardes un Usain Bolt, ça lui prend sur son record du monde, c'était quoi, 70 mètres, 75 mètres Ah, mais avant c'est même ça. d'atteindre sa Vmax, ce qui est fou en fait. J'avais vu un jour un entraîneur de la vitesse, je crois que c'est chez Altiste qui disait ça, Ouais, Stuart McMillan. ouais, Il dit comme un avion au décollage, tu vois. Tu as un gros avion qui a besoin de beaucoup de vitesse max pour décoller, et ben, il va avoir besoin de beaucoup plus de distance pour décoller. Un petit avion qui va pouvoir décoller avec peu de vitesse, et ben, il va décoller sur une petite piste de décollage, tu vois. Il va tout de ouais. suite décoller. Et ben, nos athlètes, c'est la même chose. Une grosse vitesse max, tu as besoin d'une longue accélération pour l'atteindre. Une petite vitesse max, tu as besoin d'une petite accélération pour l'atteindre. Mhm. Est-ce qu'il est-ce qu'il y a des moyens d'impacter la façon dont un joueur va accélérer pour peut-être faire en sorte qu'il atteigne un pourcentage plus élevé de sa Vmax plus tôt à des fins de simplement, voilà, si tu veux faire la différence sur 10 ou 20 mètres, est-ce que tu vas courir différemment que si tu veux atteindre ta Vmax sur 40 mètres par exemple? Le truc, c'est que nous, on joue sur les deux paramètres. On veut développer la Vmax et on veut développer la Pmax. Mhm. Donc, je ne vais pas faire que de la Pmax pour que le mec il atteigne le plus vite possible une petite Vmax, tu vois. Ouais, Je vais faire de la Pmax et aussi de la Vmax, et s'il l'atteint plus loin, bah, tant mieux, ça veut dire qu'il ira plus vite, tu vois. ouais, Mais ouais. en fait, les deux vont de pair. On avait aussi réalisé une étude il y a quelques saisons de ça avec Johan Lati. Celle-là, elle est déjà publiée, donc vous pouvez la trouver en ligne, hein. C'était une étude avec un groupe de joueurs qui faisaient de la survitesse et du travail de luge lesté. Mhm. Donc, ce qui en était ressorti de cette étude-là, c'était que même si vous profilez votre mec avec les profils force vitesse de JB Morin et que vous voyez que votre mec il a un déficit de F0, le mec il manque de force. Mhm. Vous allez vous dire, je vais faire que de la F0 et pendant 3 mois, je vais faire que de la F0. Si vous faites ça, votre V0, elle va finir par descendre et votre temps sur 30 mètres, il sera impacté. Ouais. Il sera moins bon. Alors que votre puissance, elle est meilleure. Et encore plus que ça, si votre mec, il manque de V0, donc vous dites, je vais faire que de la vitesse pendant une longue période et je vais négliger ma qualité de puissance, Mhm. et bien là, votre temps sur 30 mètres, il va encore plus chuter. Et là, ça sera une vraie erreur de planification et de choix de contenu. Il ne faut jamais délaisser les qualités d'accélération de vos joueurs. Même si vous voulez développer la vitesse max de vos mecs, gardez toujours un temps pour travailler sur les qualités d'accélération. Mhm. Sinon, ça sera contre-productif et leur temps sur 30 mètres, il sera moins bon qu'avant votre protocole de développement. Ouais, et donc, c'est vraiment l'idée de ne pas avoir une approche binaire, mais c'est vraiment dans les pourcentages, c'est dans la zone grise qui est entre les deux. Il faut peut-être simplement orienter un petit peu plus de volume de travail vers l'un que vers l'autre, mais il faut garder un équilibre malgré tout. C'est exactement ça. C'est très bien résumé le truc. Ben, en tout cas, merci d'être allé dans autant de détails pour expliquer comment vous faites les choses au FCG. C'est vraiment super d'entendre de A à Z comment ça se passe à ce niveau-là. Si tu avais un conseil pour les jeunes préparateurs physiques ou les préparateurs physiques qui écoutent et qui sont intéressés à travailler avec du rugby à un plus haut niveau, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, mon conseil, les gars, ça serait de dire n'ayez pas peur de remettre en question le contenu que vous choisissez. Mesurez autant que possible tout ce que vous faites. Mesurez la progression de vos mecs. Et si vous avez peu de moyens dans votre structure, essayez de trouver des moyens. Sincèrement, un mètre posé par terre et mesurer la distance de saut, c'est une mesure. Et ça fonctionne très bien. Mesurez,
faites des choix dans vos entraînements, remesurez et soyez capable de dire le choix que j'ai fait, il était bon ou le choix que j'ai fait, il était mauvais. Et s'il était mauvais, pourquoi il était mauvais? Et modifiez ça pour vos contenus futurs. Et gardez ça tout au long de votre carrière. Ne vous contentez pas de vous dire bon bah voilà, ça marche et je fais ça toute ma vie. Bah non, parce que il y a des mecs qui vont trouver d'autres idées. Il faut continuer d'avancer, tenter des choses. Ça marche, je le garde. Ça marche pas, pourquoi? Je modifie et je continue d'avancer. Mhm. Voilà mon conseil. Super, super conseil, merci Ben. Je voulais terminer avec quelques petites questions qui vont toucher sur des aspects autres que la préparation physique rugby, des choses que je sais que tu affectionnes particulièrement. Donc, je t'invite à répondre avec des réponses assez courtes si possible. Donc, en premier lieu, un livre qui t'a marqué récemment sur l'écologie. Un livre qui m'a marqué récemment sur l'écologie. Mais tu sais que je suis très branché écologie en plus. Moi, je lis tous les bouquins de Damien Decazes. C'est un permaculteur français qui est extraordinaire. Et là, c'est un livre sur la forêt comestible. Ouais. Et en gros, j'adore tous les bouquins qu'il fait et toutes ces vidéos sur YouTube. Si vous êtes intéressé par la permaculture, allez jeter un œil sur permaculture agroécologie sur YouTube. C'est top, c'est génial et j'adore. Super, il faudrait que je passe le mot à ma femme. Elle se lance dans un petit projet de permaculture ces prochains mois, donc c'est parfait. Il faut qu'elle aille voir ces vidéos, c'est génial. Ça marche. 2 ou 3 destinations que tu affectionnes particulièrement dans le monde? Je suis un amoureux des États-Unis. J'y suis allé maintes et maintes fois et j'y retournerai dès que possible. Ouais. J'adore vraiment la culture et surtout tous les espaces sauvages, les grands espaces américains. C'est un endroit vraiment extraordinaire où tu trouves beaucoup d'inspiration. Mhm. J'ai eu la chance d'aller aux Maldives aussi, qui est une destination de rêve. Vraiment, si je pouvais y retourner, j'y retournerais dès que possible aussi. Ouais. Et une troisième destination, l'Afrique aussi. J'ai eu la chance d'aller en Afrique avec le rugby. Et c'est un continent qu'on ne pense pas souvent, qu'on ne pense pas forcément en premier à aller visiter. Mhm. Et sincèrement, pareil, hein, il y a des espaces sauvages extraordinaires et une biodiversité magnifique. Ouais. Donc voilà, l'Afrique aussi est un continent à visiter. T'as ton repas favori à cuisiner sur un barbecue? Ah, je vois que tu t'es bien renseigné, hein. Ma spécialité, c'est les ribs au barbecue smoker. Et, Ok. avec 6 heures de cuisson. Et je sais que j'ai pas mal d'amis qui sont toujours pas très loin dès que j'allume le barbecue à la maison. C'est ça. Ils tendent l'oreille et dès que c'est allumé, ils sont là. Un ou deux albums de musique t'as vraiment, qui t'ont marqué ces 2-3 dernières années? Alors moi, j'écoute pas mal de rock ou de country. Mhm. Comme album, vraiment, si je devais citer mon album préféré de tous les temps, c'est Guns N' Roses, Use Your Illusion. Ouais. Il est vraiment, vraiment extraordinaire. Et sinon, plus récemment, là, toute la musique de Colter Wall. Colter Wall, si vous ne connaissez pas, allez écouter ça. C'est de la country, c'est récent. Le mec, il a une voix incroyable et franchement, ça vaut le détour. Super. Bah, écoute Ben, encore une fois, merci à toi d'être venu sur le podcast pour parler de tout ça. C'était vraiment un grand plaisir d'apprendre non seulement à te connaître, mais d'apprendre en détail comment vous abordez la préparation physique et de manière plus spécifique le travail de vitesse au FCG. Pour ceux et celles qui sont intéressés à continuer à suivre ton aventure, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Et donc pour un côté plus professionnel, il y a mon Twitter, donc c'est Ben Simon Code 14. Et sinon, plus personnel, j'ai mon Instagram, Ben Simon Code. Et sinon, je partage un peu plus rarement des choses, mais ça peut arriver sur LinkedIn, Ben Simon Code. Benjamin Super. Simon Code. Ben, encore une fois, un grand merci à toi d'avoir participé aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour l'invitation et ça m'a fait très plaisir de parler de préparation physique. C'est toujours un grand bonheur. Super. Bah, écoute, à tout bientôt. Salut, à bientôt, merci.